La prochaine présentation est sur un logiciel qui s'appelle PixInsight. Moi, j'ai entendu parler de ce logiciel-là au milieu des années 2000, qui débutait, c'est européen, c'est portugais, je crois, ou espagnol. Et ça a été débuté par, après ça, c'est comme un groupe de participants qui ont contribué à faire évoluer ce logiciel-là. Jusqu'à, je dirais, il y a 1 an, 2 ans, on n'entendait pas parler, ou à peu près pas parler, sauf ceux qui étaient, comme Martin qui va nous présenter, impliqués depuis presque le début. Mais cette année, on voit que c'est un logiciel qui prend de plus en plus de popularité et de plus en plus de sophistication et qui n'est pas non plus très évident à utiliser à première vue, là, mais c'est comme ça qu'il faut l'apprendre. Et surprise, pour la première fois cette année, je suis allé à ce qu'on appelle AIC, Advanced Imaging Conference en Californie. C'est la 4e fois que j'y vais, là, sur une histoire de premier mi-temps. Et pour la première fois cette année, il y avait une présentation sur PixInsight. Alors, c'est donc intéressant de s'y intéresser, même si c'est très compliqué. Puis, la personne, je pense, au Québec qui a fait le plus de vulgarisation de ce logiciel-là et d'utilisation avec les gens, la faillite, même une conférence au recteur spécialisée là-dessus, c'est Martin Magnan. C'est notre prochain présentateur. Puis, par contre, il ne s'est pas engagé, parce que lorsqu'on va sortir d'ici, on va tout pouvoir à la maison et l'utiliser de A à Z, je pense pas. Merci. Dans un premier temps, j'aimerais ça remercier évidemment la FAC pour l'invitation à venir présenter cette conférence. C'est une conférence qui se veut assez légère, dans le sens qu'on n'entre pas dans les détails de l'utilisation du logiciel. Je veux vous montrer un peu en quoi ça consiste, mais essentiellement, c'est une première approche. Il y en a parmi vous qui utilisent déjà le logiciel, qui ont assisté à des présentations que j'ai faites, soit dans des clubs d'astronomie, soit dans un workshop que j'ai donné au mois d'octobre à l'UQTR, un workshop d'une journée, et aussi à la CAIQ pour 20 ans. L'objectif de ça, évidemment, c'est de vous familiariser, puis aussi c'est de vous montrer une approche différente du traitement d'image à laquelle on est habitué quand on commence a priori. On utilise beaucoup le logiciel Photoshop. Le logiciel Photoshop bon, moi je dis toujours que ça sert à rendre votre belle-mère belle ou votre grand-mère plus jeune, mais on s'en sert aussi pour l'astrophotographie, avec raison, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui existent dans Photoshop pour faire du traitement de photographie astronomique. Par contre, PixInsight, c'est un logiciel qui est spécifiquement dédié au traitement des images astronomiques et le seul focus, évidemment, c'est en ce sens. Aussi, j'aime beaucoup partager les connaissances que j'ai. Je ne me prétends pas un expert du logiciel, je le connais, je l'utilise depuis un certain temps, j'en connais. Il y en a dans la salle ici qui sont certainement aussi connaissants que moi sur le logiciel, mais j'aime bien parler d'astronomie à 60 personnes qui m'écoutent attentivement. À la maison, j'ai 2 personnes, puis c'est les 2 chats. C'est parce que le pauvre est vide. Donc, voilà. J'imagine que c'est comme ça. OK, donc le plan de match, on va commencer par un brin de philosophie. Parce que vous allez voir, la philosophie PixInsight, quand on utilise le logiciel, on peut y aller de façon conventionnelle, mais on a intérêt à utiliser le logiciel de la façon dont il a été conçu. Okay? Donc, c'est un petit peu de philosophie par rapport à ça. On va voir les éléments de pré-traitement rapidement. On ne fera pas des exemples. Je veux juste vous montrer que ça existe. Okay? On va voir aussi le traitement des images linéaires. Qu'est-ce qu'on fait avec les images linéaires? Okay? Les combinaisons RGB, réduction de bruit. Pourquoi en orange, pourquoi en rouge? Je vais vous montrer des exemples. Ce qui est en rouge, c'est des exemples qu'on va voir. Et les images non linéaires. Normalement, puis là je ne peux pas parler pour tous les logiciels, mais par exemple dans Photoshop, l'aspect linéaire de l'image est souvent assez négligé. Dans le sens qu'on va faire une combinaison RGB pour obtenir notre image RGB. Si on fait
de la caméra CCD. Si on fait de la caméra DSLR, bien évidemment, on a déjà à l'origine une image RGB. Par contre, dans les images linéaires, il y a des étapes importantes. Dans ces étapes importantes-là, en réalité, la plus importante, c'est la calibration des couleurs. Mais si on veut que la calibration des couleurs soit efficace, il faut qu'on ait enlevé les gradients. Parce que si on veut avoir des couleurs qui sont uniformes d'un côté à l'autre de l'image, qu'on a des gradients, qu'on se base sur des couleurs d'étoiles, on comprend que d'un côté à l'autre, s'il y a des gradients, les couleurs d'étoiles ne sont pas pareilles, donc pas comparables. Alors, pour faire des couleurs dans une image, il faut avoir fait le retrait des gradients. Le gradient, ça peut être la lune, ça peut être la pollution lumineuse, ça peut être du vignettage, de façon générale. Une autre chose aussi à laquelle on n'est pas nécessairement habitué, c'est la réduction de bruit au moment où l'étape est en format, l'image est en format linéaire. Dans PixInsight, il y a des outils qui nous servent à faire de la réduction de bruit au moment où l'image est linéaire. Qu'est-ce qu'une image linéaire? Une image linéaire, c'est une image dans laquelle l'information, en mode numérique, l'intensité de cette information-là est proportionnelle à la quantité d'information qui a été enregistrée par le capteur. Quand on parle de stretch ou d'étirement d'histogramme, on tombe dans l'image non linéaire. Alors, une fois que l'image a été stretchée et que les couleurs d'origine n'ont plus leur relation proportionnelle l'une à l'autre, on ne peut pas faire de calibration de couleurs, par contre. C'est pour ça que c'est important, ici. Et les étapes importantes du traitement d'image sont souvent dans cette portion-là. Le restant ici, ben, c'est du seasoning ou c'est comme on veut le faire. Si on veut stretcher à mort, si on veut stretcher moins, ben, c'est au goût. Mais avant ici, c'est très important. Dans Photoshop, par exemple, ben, ces étapes-là sont à peu près pas possibles à faire. C'est quasiment impossible de faire du retrait de gradient quand l'image est en format linéaire. PixInsight. Évidemment, c'est un logiciel qui existe, comme Rémi l'a mentionné, c'est un logiciel qui existe depuis un certain nombre d'années. Il y en a peut-être parmi vous qui sont familiers avec la version LE de PixInsight qui était gratuite autour de 2005 à 2007, je crois. Depuis 2007, c'est une version payante qui coûte 169 €, si ma mémoire est bonne. Pourquoi 169? C'est parce que en Europe, 169, c'est comme la limite. Pour passer ça, il faut que tu fasses des déclarations d'impôts, des affaires d'armes. Ils ont décidé de faire 169. En argent canadien, 240 au moment où j'ai acheté, 210, peu importe. Comparativement aux 500, 600, 700, 800 $ que coûte Photoshop, c'est un gros défi. Okay? Ça vaut la peine. En passant, parenthèse, n'importe qui ici sait c'est quoi dépenser 200$ sans trop savoir ce qu'on fait quand on achète du hardware. Hein? Un réducteur de focale, un filtre, notre chum l'a essayé, ça marche bien, on l'essaye, on l'achète, puis finalement ça ne marche pas, on le met dans le tiroir, mais on met 200$ dans le tiroir, puis il reste pendant 5 ans, on leur vend après ça, usager 50$. Les logiciels, on a un petit peu plus de misère à dépenser pour ça. Il y a des raisons, parce que des fois, on copie, des fois. Par contre, c'est la même affaire. On ne rentrerait pas à la maison d'astronomie, prendre le premier télescope que je supporte, partir avec sans payer. Hein? Avec les logiciels, c'est la même chose. Si on les utilise, là, c'est mon petit côté. Vous comprendrez? Ben, pourquoi on ne les paierait pas? Il y a des développeurs qui travaillent là-dessus. C'est sûr que Adobe, c'est peut-être une grosse compagnie, on a peut-être moins de remords, mais dans un cas comme PixInsight ou d'autres personnes, ça vaut la peine. Donc, la méthode est différente pour le travail. On va voir un peu des exemples. L'interface est hors standard, c'est-à-dire que beaucoup de boîtes de dialogue n'ont pas les boutons OK ou cancel, ou des choses comme ça. Vous allez voir, c'est plus des processus. Okay. Les processus de travail sont basés sur l'image, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre les processus qu'on applique à l'image et l'image elle-même. Et les processus sont recyclables. On va voir des exemples un peu là-dessus. Et il y a une communauté grandissante d'utilisateurs au Québec et à travers le monde. Et on a donné un bon exemple avec les conférences qui se donnent de plus en plus.
à travers le monde. Et ici au Québec, on essaie de donner un petit peu de pouce pour que les gens deviennent familiers avec ce logiciel-là. La philosophie. La version courte de la philosophie, c'est que l'image contient les informations nécessaires à son traitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, contrairement à l'adage de la physique, rien ne se perd, rien ne se crée, en astrophotographie, tout se perd et tout peut se créer aussi. Okay? L'image qui contient le plus d'informations, c'est la première image brute que vous avez. Au fur et à mesure que vous la travaillez, vous enlevez de l'information. On perd. Mais tout peut se créer aussi, et là, il faut faire attention, c'est qu'il y a des méthodes de travail qui créent de l'information dans les images. Et ça, c'est à éviter. Okay? C'est pas bien, au sens de la philosophie de ces gens-là. Okay? C'est pas le diable et... Non, c'est pas ça. Mais quand même, l'image contient l'information nécessaire à son traitement. On utilise les informations qui sont incluses dans l'image pour procéder à son traitement. La version longue, vous pouvez aller la voir à cette adresse-là ici, la Documentary School of Astrophotographie. C'est essentiellement les gens fondateurs qui ont écrit le logiciel qui ont signé cette déclaration-là, qui dit essentiellement la même chose ici. Qu'est-ce que ça veut dire, la philosophie? Il y a des outils qui permettent, dans certains logiciels, de poser des actions arbitraires, comme par exemple des sélections avec des lassos, des sélections polynomiales, des choses comme ça, ou de faire des réparations avec des blasters, okay? De faire du clonage à partir de portions de l'image pour enlever des défauts ailleurs dans l'image. Voilà. Ça peut être correct. Par contre, dans PixInsight, ce genre d'outil-là n'existe pas. À une seule exception, il y a effectivement un truc clone stamp, okay? Mais ils sont dans un cadre très creux du logiciel. Mais il existe quand même. Un corollaire de cette philosophie-là, c'est que voici une image de la photographie Picture of the Day du 12-10, le 30 octobre 2012, okay, dans laquelle on voit une nébuleuse planétaire. Vous irez voir ça, c'est fantastique. Et qu'est-ce qu'on marque dans cette image-là? On marque du blooming. OK? Alors, si on utilise la philosophie des gens qui ont créé ce logiciel-là, bien, le blooming, il est là. Il y a des façons de l'enlever, mais pas en utilisant un pinceau. On peut prendre notre capteur et le tourner de 90 degrés pour prendre des images à 90 degrés et les stacker. Et le blooming va être dans des orientations différentes, donc au stack avec le sigma, puis il va s'éliminer. On peut aussi prendre des photos de plus courte durée dans lesquelles les étoiles n'auront pas ces effets-là, les combiner ensemble et éliminer ça ici. Et ça, ce truc-là, c'est une photo du jour pour l'astronomie Picture of the Day, et les gens choisissent délibérément de laisser le blooming. Parce que l'enlever, il n'y avait pas les informations nécessaires pour enlever ça. On le laisse là. OK. On peut être sûr pour. Alors, PixInsight, c'est un logiciel qui est modulaire. Là, c'est laborieux un peu, je vous comprends. C'est un logiciel, j'explique un logiciel. J'aurais aimé ça pouvoir faire une démonstration live, mais je me limite à des slides, donc c'est un peu théorique. C'est un logiciel qui est modulaire, dans le sens que sa programmation interne est faite par module et les gens mettent à jour les modules dans ça. Donc, il y a une cohérence interne intéressante qui permet de faire du développement plus rapidement, de façon plus, en guillemets, agile, pour ceux qui connaissent la programmation. Okay? C'est multiplateforme et pour moi, c'est important. Pour d'autres aussi. Moi, j'utilise macOS. Okay? Et ben, c'est un des principaux logiciels avec Nebulosity qui permet de faire du pré-traitement, de l'alignement d'images astronomiques. Ça marche aussi avec Windows 7 et avec Linux, pour ceux qui sont sur Linux. C'est intéressant. C'est un logiciel qui existe en version 64 bits, 32 bits, donc pour traiter des volumes d'images très importants, des grosses images, ça travaille bien. L'architecture est ouverte, dans le sens qu'on peut écrire, les gens peuvent écrire des scripts, les joindre à PixInsight, puis les mettre dans les répertoires de développement, puis les gens peuvent télécharger des scripts. Et il y a beaucoup de scripts dans ce logiciel-là qui ont été écrits par des utilisateurs. Le dernier en liste qui est sorti en révision
cette semaine. C'est un script qui, un peu comme CCD Inspector, permet de suivre graphiquement la qualité des images avec le full width at maximum, la teneur de fond, le bruit de fond, et ainsi de suite. Ça permet de savoir s'il y a une dérive du focus. Ça permet aussi de faire des cartes de full width at maximum pour voir si notre optique est bien collimatée. Donc ça, c'est un utilisateur de PixInsight, c'est pas un développeur, c'est un utilisateur qui a écrit un plugin. Ça utilise des scripts JavaScript, donc ces scripts-là, vous pouvez les ouvrir, vous pouvez les modifier et les assaisonner à votre utilité. L'interface est orientée objet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, vous allez voir tout à l'heure, il y a des éléments et on peut appliquer des processus sur une image et les répliquer et les envoyer sur d'autres images. Donc, l'objet, une image c'est un objet, un processus c'est un objet, et vous allez voir, vous allez peut-être un peu comprendre, mon sujet c'est peut-être pas significatif, mais vous allez voir plus tard. Donc, une séparation des processus et des images, c'est ce que je viens de dire. On peut travailler avec des images de 8 à 32 bits en format integer, entier, ou de 32 à 64 bits en format en virgule flottant. Donc, oui, c'est possible de travailler avec des images en 64 bits. Pardon. Et on a un coffre d'outils performant. En passant, 32 bits, c'est important parce que l'information dans un histogramme d'astrophotographie, c'est dans le premier dixième, le premier vingtième de l'histogramme, toute l'information est stockée là. Si on joue en 16 bits, on vient de couper beaucoup de dynamique à notre image. Donc, avec PixInsight, on travaille toujours en 32 bits et même en 64 bits pour plusieurs opérations. Le pré-traitement. Je vais ouvrir une petite parenthèse, si vous connaissez ça, que j'aime ça ouvrir une petite parenthèse. On a ici le processus qui vient de Deep Sky Stagger, que j'ai pris sur un autre site web, qui illustre le mécanisme qui est utilisé pour calibrer les images. C'est-à-dire prendre les images brutes et enlever le bruit bias, le bruit d'heure et les plages d'illumination uniforme, les flats. Okay. J'essaie d'attirer votre attention ici sur les offsets ou les bias. Okay. Et vous montrer que ce fichier-là ici, il est utilisé dans la confection du master dark, il est utilisé dans la confection du dark flat si on en fait, et du flat. Donc il est utilisé une fois, deux fois, trois fois, et une quatrième fois quand on divise le master flat ici. Okay. Alors récemment, j'ai publié sur Astro-Québec un exemple d'un master bias, un maître bias, avec 20, 40, 80 et 160 images. Et même à 160, c'est mieux que 20, mais il y a encore du travail à faire. Alors, je veux attirer votre attention ici sur ce type de fichier-là qui est souvent sous-estimé. Pourquoi c'est sous-estimé? Parce qu'il y a un adage qui dit que le bias est contenu dans le dark. Et que si on fait des dark, on fait automatiquement des bias. C'est vrai en partie, mais ce fichier-là ici et ce fichier maître-là ici, c'est le fichier le plus important de votre processus de calibration. Okay? Je vous dis ça maintenant, pourquoi? Parce que je suis passé à travers la méthode de travail de PixInsight, et la méthode de travail de PixInsight, comme je vais vous la montrer tout à l'heure, elle force, par sa complexité, à bien comprendre chacune des étapes de traitement et chacune des étapes de confection de ces fichiers-là, et elle force un suivi. C'est compliqué, oui. C'est plus compliqué que des Sky Stacker, parce que c'est une machine, on met ça là-dedans, on pèse sur le Python, on dit on prend les processus, prend les préférences suggérées, puis il va nous sortir une image à la fin, puis on ne questionne pas nécessairement cette image-là. Dans PixInsight, la complexité du logiciel fait qu'on questionne, qu'on regarde chaque étape, et qu'on s'assure qu'à chaque étape de notre processus de calibration d'image, d'alignement et d'intégration d'image, qu'on soit au maximum de la capacité de ce que nos images peuvent fournir. C'est important. On peut mettre des milliers de dollars sur une monture, on peut mettre des milliers de dollars sur une caméra CCD, on peut mettre des milliers de dollars sur un tube. Des milliers, c'est pas 2000, mais c'est 20 000, bien souvent. Okay? Puis, on arrive à la fin, puis on met nos fichiers dans un Maxime DL qui nous fait tout automatique. C'est le fun. En même temps, on passe à côté de quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est pas correct, qu'est-ce qui est fait, mais ça veut dire qu'on donne ça à quelqu'un à l'autre bout du monde, il nous fait nos affaires, puis il y a une condition de dire, tiens, voici ton image.
C'est ça l'équivalent. On passe ça dans une machine à saucisses, puis on s'en occupe pas. OK? C'est important, ça, ici. Puis ça n'a pas rapport avec PixInsight. Ça a rapport avec tous les logiciels. Par contre, j'attire votre attention sur le fait qu'avec un logiciel comme PixInsight, la complexité fait qu'on est obligé de s'en occuper. OK? Est-ce que c'est comme un peu gérer les layers dans Photoshop individuellement? Non, non. Je ne peux pas élaborer beaucoup, mais non. Donc, j'ai recommandé sur Astro Québec récemment que ce fichier-là soit composé d'au moins 200 images. Okay? Et les échos que j'en ai, c'est qu'avec 200 images ici, on est capable, ces fichiers-là, ce fichier-là va travailler beaucoup mieux et indirectement le mastershot va travailler beaucoup mieux aussi. À 200 images, on commence à avoir quelque chose. Si vous en prenez 10, faites-en pas d'astrophotographie. Okay? Je veux dire, faites-en, mais pensez que dans un avenir rapproché, vous allez être obligé d'en faire plus. Puis des bias, des offsets, si vous avez un DSLR, vous prenez votre piton collé, ou à peu près, là, puis vous prenez des pauses jusqu'à temps que le buffer soit plein, vous en prenez 80 en 5 minutes. Avec une caméra CCD, c'est un peu plus long. Okay? Là, le temps file, puis je suis bloqué là, mais c'est important. Okay? Après la calibration des images, vous comprenez que les images légères, les images de vos fichiers, c'est pas de la bière, vos images sont calibrées avec les offsets, les dark et les flats, et puis on obtient une image calibrée qui ensuite est alignée, puis ensuite qui est intégrée. Le stacking, dans PixInsight, on appelle ça l'intégration. Okay? Le pré-traitement, j'y reviens encore. Ici, ce qui est important, c'est les masters, on vient de les voir. Inspection des images brutes et des masters. Calibration, reconstitution RGB si vous l'avez. Inspection des images calibrées, alignement. Inspection des images alignées, intégration. Inspection de l'image intégrée. Dans ça, ici, il y a 1, 2, 3, 4 processus d'inspection. OK? Vous comprenez que dans d'autres logiciels, on passe de ça, on met nos images, puis ça sort avec une image intégrée à la fin, puis on vient de laisser le Nirvana, j'ai rien à faire. Je m'excuse, là, je ne veux pas être. Je veux pas un fouet, mais c'est important tout ça ici. L'inspection des images brutes et des masters, c'est important. Parce qu'il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir quelque chose qui ne marche pas. Si on attend à la fin ici, il y a des petites choses qu'on ne voit pas, puis c'est dans le diable et dans les détails, bien, justement. Alors, avec PixInsight, oui, les gens, ce que j'ai souvent, c'est que c'est plus compliqué, il y a plein d'options, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Effectivement, mais s'il y a des options qui sont là, c'est parce qu'on peut avoir le choix de les modifier. Si les options ne sont pas présentes, on laisse le choix de ces options-là aux développeurs ou on ne sait pas tout. Okay. Donc, calibration, inspection, reconstruction, inspection, alignement, inspection, intégration. Moi, je recommande de faire la moyenne pour commencer, puis après ça, l'inspection des images intégrées, puis ensuite, on optimise avec des réjections statistiques chacune de nos images. Voici les 3 boîtes de dialogue importantes. Je ne ferai pas d'exemple, c'est une petite affaire après. La calibration des images, c'est des grosses boîtes de dialogue. Il n'y a pas de piton OK, il n'y a pas de piton cancel. Il y a un rond ici qui sert à appliquer la fonction globalement, et il y a un triangle ici en bas qui est une instance de ce processus-là. Si j'ai ça ici, puis je fais des modifications, puis je vais être capable de les sauvegarder, ces modifications-là, je prends le petit triangle qui est là ici, puis je l'envoie sur le bureau à côté, puis il me crée une instance de mon processus. Une instance que je suis capable d'envoyer à mon chum en Australie pour lui dire « Hey, essaye ça, ça marche ». Je l'ai fait récemment avec quelqu'un pour la réduction de bruit. C'est la réduction de bruit, on le fait souvent. Et les gens disent « Ah, ben je comprends. Je viens de voir, qu'est-ce que tu as utilisé dans ta boîte de dialogue, maintenant je comprends. » Et on peut le faire en prenant le petit triangle ici, en le mettant sur le bureau, en faisant ça, save, met ça dans le courriel, puis on met ça à ton chum, puis il essaye ça. Okay? Quand je dis que c'est modulaire, quand je dis que le processus c'est séparer l'image, c'est ça que ça veut dire. Okay? Donc, la calibration, on peut choisir un master bias, master dark, master flat, et ainsi de suite. On va choisir nos fichiers. On voit ça, il nous crée une version qui est calibrée chacune de nos images. On les inspecte pour voir est-ce qu'il y a des problèmes dans la calibration. Souvent, la calibration, des fois, il va rester des pixels chauds. Pourquoi il reste des pixels chauds? C'est pas supposé. Votre calibration, elle fonctionne comme vous. Si vos fichiers sont bien constitués, il n'est pas supposé rester des pixels chauds et des pixels froids. Il va en rester un peu. Est-ce qu'on le tolère ou est-ce qu'on ne le tolère pas? Okay?
On prend des décisions à chaque étape de notre processus de développement de photo, on prend des décisions. L'alignement des étoiles ici, même chose. On ramasse nos images qui ont été calibrées. Il y a quelques petites choses. La majorité ici, ça ne sert pas, mais si on veut changer les choses, on peut. Et tout à l'heure, il y a Luc qui me dit, Martin, j'ai un problème. J'ai du ringing autour des étoiles. Ben, on peut changer quelque chose ici, puis ça risque d'être corrigé. Même chose ici avec l'intégration. L'intégration des images, on prend des images qui ont été alignées et on peut décider par combinaison une moyenne, médiane, ainsi de suite, la normalisation, le poids de chacune des images, et ainsi de suite. Et après ça, on sélectionne le mode des images et, ben là, je ne le vois pas parce qu'il n'est pas ici, mais il y a un petit rond ici. On fait rouler ça et nos images sont intégrées. Oui, il y a 3 versions de la fonction SigmaClip. Il y a Windsorize, SigmaClip, il y a SigmaClip, puis il y a plusieurs façons d'éliminer des pixels. On peut avoir jusqu'à 3 méthodes concurrentes d'élimination de pixels dans la même opération. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça ici, ça a l'air compliqué à première vue. Pourquoi? Parce qu'on perd un peu l'interface qu'on est habitué d'avoir avec tous les logiciels de Microsoft, tous les logiciels qui sont dans Windows utilisent un peu le même procédé, la même façon de raisonner. C'est ça qui fait la force d'un OS, d'un système d'exploitation, c'est que les logiciels soient harmonisés, qui fonctionnent tous de la même façon. Ici, on est dans une cour différente. Okay? Pourquoi ils ont choisi ces choses-là? Il y a des raisons. C'est une des choses qui rebiffe un peu les gens à commencer à utiliser ce logiciel-là, c'est que visuellement, c'est différent. Une fois qu'on a passé cette barrière-là, ça flatte, ça va vite. OK? Traiter des images, ça n'a pas une demi-heure. OK. Prochaine étape. Il y a un pilote automatique dans Pixelson pour faire la calibration, l'alignement et l'intégration des images. Ce pilote automatique-là, il fonctionne un peu comme des Sky Stacker. On rentre les images bias, on rentre les dark, les flats, les fichiers de lumière, puis on choisit comment ça fonctionne, on fait sur le Python, puis il nous sort une image à la fin. Par contre, il y a une boîte de dialogue grosse de même qui dit attention, ce que vous allez avoir, c'est probablement pas optimisé, c'est probablement pas le meilleur résultat que vous pouvez avoir. Parce que quand on laisse aller ça tout seul, ben c'est bête et méchant. Ce qui rentre, ça va à l'autre bout, garbage in, garbage out, puis je veux pas dire que c'est nécessairement garbage en entrant, mais s'il y en a à travers des images, une fois qui sont moins bonnes que les autres, qu'on n'a pas pris le temps de les éliminer, ben, ça va affecter les résultats à la fin. Okay? Mais ça existe. Donc, on rentre nos images ici, on sélectionne les façons de travailler pour chacun des maîtres fichiers. On a quelques options, on pèse sur diagnostic pour voir si c'est correct. Après ça, si tout est beau, on pèse sur run, puis, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 3, 4 heures, 1 heure après, dépendamment de la quantité d'images que vous avez, vous sort une image intégrée. Ce qui est un bon point de départ, mais qui est certainement améliorable. Alors, voici un exemple. Là, je ne sais pas si ça. Ouais, c'est bon. On va bien. Une image brute non calibrée, dans laquelle on voit un niveau de bruit important, un peu partout à travers l'image. On voit des pixels chauds aussi, un peu partout. Il y a peut-être aussi des rayons cosmiques, pas nécessairement. Il y a, ici, moi, je le vois parce que je connais bien l'image, mais il y a des lignes horizontales et verticales à cause du bias. Et dans l'image intégrée à côté, le niveau de bruit est beaucoup moindre. L'image est plus douce. Il reste quand même des défauts. Vous voyez que les étoiles ici sont étirées. La raison à ça, puis c'est une raison qui est bête et méchante, c'est que c'est des images qui ont été prises sans guidage, avec une lentille 50 mm et une caméra CCD, avec un filtrage alpha. Donc pendant 20 minutes de temps, la monture suit, l'alignement polaire est peut-être pas au poil, et effectivement, c'est des petits trucs de même. Ça peut être aussi la caméra périodique qui crée avec du guidage, évidemment, les étoiles seraient bien longues. Ce que ça montre, puis vous êtes familiers, ceux qui font de l'astrophotographie sont familiers de ce genre de résultat-là, la différence entre une image non calibrée et une image intégrée. Ici, c'est une dizaine d'images de 20 minutes en H-alpha. Vous allez voir ici en bas, il y a une petite boîte qu'on va y remonter plus tard, c'est l'équivalent de Screen Stretch de Maxime DL, qui est la Screen Transfer Function. On va revenir à ça.
Le traitement. Le traitement dans PixInsight, ben, c'est de prendre l'image linéaire, l'intégration, l'image qui sort, les images individuelles qui ont été calibrées, les images individuelles qui ont été alignées et les images individuelles qui ont été, les images alignées qui ont été stackées ou intégrées pour faire une image principale ici. Okay? Et quand je parle de format linéaire, c'est cette image-là. Le seul détail qu'on voit dans cette image-là, c'est l'étoile qui est ici et cette étoile-là. Il y a des logiciels qui vont accorder plus d'importance à cette image-là. Dans PixInsight, cette image-là est très importante parce qu'il y a beaucoup d'opérations qui vont être faites sur cette image-là avant même d'avoir fait son premier stretch. Okay? L'image finale à laquelle on va arriver, c'est une image de M51. C'est une image, je vais le détailler plus tard, mais c'est l'image finale à laquelle on arrive, c'est celle-là ici. Et puis, grosso modo, il y a à peu près une dizaine d'opérations. Ça veut dire un crop, un règlement du gradient, réduction du bruit, calibration des couleurs, histogramme, saturation des couleurs, à peu près. Donc, il y a moins de 10 étapes entre cette image-là et cette image-là. Donc, le traitement, c'est ce que je viens de parler tout à l'heure, la combinaison RGB, HAR ou HALUM, ça, on n'en verra pas aujourd'hui. On va voir la réduction des gradients. On va voir, normalement, quand on fait la réduction des gradients, il y a une visualisation du fond du ciel. Après ça, c'est un corollaire, mais c'est pas toujours vrai, mais ici, dans notre cas, c'est un corollaire. Donc, après ça, on calibre les couleurs, on fait une réduction de bruit. La réduction de bruit, ça pourrait être placé ici. Hein? On l'a fait là, mais ça peut être placé ici, avant de faire la calibration des couleurs. Si on enlève le bruit chromatique dans notre image, la calibration des couleurs, après, ouais, on peut imaginer qu'elle va être plus efficace. Okay? Et une fois qu'on a fait tout ça ici, on va faire une base histogramme, un petit peu de High Dynamic Range, transformation HDR et une saturation. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. À peu près 5. Okay, 6, 7, à peu près 5 opérations principales. Donc, l'exemple pour RGB ou DSLR, MSI51, les données de base de l'étude sur la PVTRC, c'est ce que Paul nous a montré tout à l'heure. Un beau tube performant en carbone à un prix assez raisonnable. Son seul défaut, c'était son computer, mais le restant, c'est top notch, je dirais. On peut jouer au football avec, puis il va être encore bien battu. Comparativement à d'autres télescopes. En sérieux, là, sérieux. Pas au football, on peut le promener pas mal. Caméra Canon XSI à ISO 800, c'est une quinzaine d'images à 500 secondes. Pas 500, je suis fou, je piton, c'est pas mis 10 minutes, mais j'ai mis 5 ou 6, mais j'aurais certainement pas là que je voulais mettre des 10 minutes. 10 minutes, 500 secondes, 9 minutes, je reviens à ça ici, là, dans cette image-là, il n'y a rien de saturé. Il n'y a rien de saturé. Même pas cette étoile-là, ici, à son maximum, est à 20% d'Instagram. OK? Rien de saturé. Alors, si dans mon image finale, j'ai quelque chose de brûlé, c'est Bibi qui est responsable. C'est pas parce que les beaux trop longs. OK? Donc, normalement, ce qui va être saturé dans cette image-là, c'est parce que je veux bien que ce soit saturé. OK? On y va. Donc, notre image linéaire est ici. On utilise la fonction, le processus Screen Transfer Function de PixInsight, qui est un screen stretch, qui ne modifie en rien les informations du fichier, mais qui nous les montre de façon différente. Okay? Et c'est vraiment un visualisateur. Et là, par visualisateur, c'est très performant. Okay? Il nous montre tout dans notre image avec une nuance qui est intéressante. C'est-à-dire qu'il ne nous montrera pas des trucs épouvantables. On pèse sur le petit bouton A ici pour auto-stretch et on a une image qui est devant nous qui dit « Wow, c'est beau! » Ben oui, c'est pas terrible. Si c'est libre, c'est pas terrible, c'est parce que votre image ne sera jamais belle. Okay? Mais normalement, si vous avez quelque chose d'intéressant, ça va paraître tout de suite. Okay? Ici, ce qu'on remarque, c'est qu'on a un gradient important qui, dans ce cas-là, était causé par un filtre anti-pollution lumineuse qui était étiré au bout de son boulot. Le gradient est présent uniquement dans la couche verte. La couche verte, c'est la pollution lumineuse dans le vert, parce qu'on a un établissement assez vert. Donc, c'est le vert ici qui est problématique.
on va enlever ce gradient-là. J'attire votre attention sur le fait que le gradient, là, il est entre la bordure ici, puis ce coin-là, il est entre ici, et là, puis en haut, et en bas. Il n'y a pas de gradient presque dans le milieu ici, il y a juste de l'année. Okay? Mais, donc, c'est du gradient très difficile à enlever. Il faut l'enlever avant, quand notre image est en format linéaire. Il y a un outil pour ça. Okay? Et c'est le Dynamic Background Extraction. Ça, un des deux outils. Il y en a un autre, excusez-moi, qui est automatique, qui fonctionne à peu près aussi bien, c'est juste qu'il faut le paramétrer comme il faut. Ici, on a une boîte de dialogue qui a l'air de l'enfer quand on la regarde pour la première fois, mais il y a à peu près juste deux choses à modifier dedans. C'est-à-dire la tolérance d'échantillonnage des points dans notre image et le smoothing factor. La tolérance, c'est quoi? Ben, c'est que PixInsight va se promener dans l'image, va échantillonner le fond du ciel, puis qu'est-ce qui va être considéré comme un échantillonnage valable? Ben, il y a une tolérance, il y a des points qui vont être rejetés, puis il y en a qui vont être intégrés dans le modèle du background. Le smoothing factor, ben, c'est comment est-ce que je veux que ce truc-là soit smooth? Est-ce que je veux que ça passe par tous les points de l'échantillonnage ou je veux avoir quelque chose de graduel? Excusez-moi. Bon, je ne passerai pas à travers les valeurs exactes que j'ai utilisées, mais je pense que j'ai utilisé 0.1 puis 1 tolérance. Okay? On a une série de points dans notre image qui viennent échantillonner notre fond du ciel. Avec cette série de points-là, PixInsight va calculer une valeur du background. Ici, mon image est étirée par le Screen Transfer Function. Je suis encore en format linéaire. Je la vois parce que j'ai utilisé Screen Transfer Function sur cette image-là. Voici le modèle du fond du ciel qui a été généré par le processus. Okay? Il est un petit peu étrange. Il y a du vert, il y a des patchs de vert, il y a du rouge d'un côté un peu plus que de ce côté-là. Donc, il faut comprendre qu'il y a une combinaison du gradient qui a été généré par le filtre, la pollution lumineuse, le spot au coin de la rue, puis peut-être d'autres trucs. C'est probablement pas parfait. Okay? Surtout ces patchs de verre-là, que je trouve un peu bizarre, là, que, je sais pas qu'est-ce que ça fait là, mais je l'utilise comme ça pareil. Okay? Ce que ça donne, une fois enlevé, ça donne cette image-là. Donc, le gradient est pas mal disparu de chaque côté. C'est encore l'image en format linéaire que j'utilise. Okay? Avec ma fonction Dynamic Background Extraction, j'ai enlevé le fond du ciel. À ce moment-là, le fond du ciel est aussi normalisé parce que quand il y a des différences d'élévation dans les signaux RGB, ben, le gradient qui est calculé va venir atténuer les différences, ça va égaliser le fond du ciel aussi. Malgré ça, on remarque qu'on a encore des patchs de vert à travers tout ça. Ben, c'est une caméra DSLR. Une caméra DSLR, il y a deux pixels verts, un rouge et un bleu. Et le vert, c'est beaucoup plus sensible. Donc, il peut y avoir des nuances de luminance dans le ciel qui sont captées seulement par les pixels verts, qui sont plus en évidence dans les pixels verts. Il faut faire attention. On a souvent un aspect patchy comme ça dans notre fond de ciel, qui est causé soit par des choses qui existent, ça peut être de la nébulosité interstellaire, ou ça peut être artificiel. Ça, je vous recommande d'aller voir des fois des images de TSS, des choses comme ça, pour comparer à quoi ça ressemble, et si ça peut être présent. Une fois qu'on a fait notre calibration, enlevé notre background, okay, une chose. Avant de faire un modèle de background, j'avais croppé mon image pour enlever des fois les artefacts d'intégration de chaque côté de l'image qui vont générer des trucs bizarres. Ça, il faut l'enlever parce que si on va échantillonner là-dedans, on a un modèle de background qui est dans le fossé. OK? Je fais une petite parenthèse. Le crop, mais la fonction crop est rien de spécial. Calibration des couleurs, ça, c'est nostalgique. Pourquoi je dis ça? C'était le fun, hein? On se levait le matin, ça n'a pas encore commencé, on regarde ça. À la comique. OK, calibration des couleurs. La calibration des couleurs, et là, c'est un grand pan pas de controverse, mais de discussion. La calibration des couleurs dans un logiciel d'astrophotographie, c'est toujours un aspect qui est anthropomorphique, dans le sens que c'est l'utilisateur qui décide un peu c'est quoi sa balance de blanc qu'il va avoir, qu'est-ce qui s'attend à son image, et ainsi de suite. Dans ce cas-là, moi, je m'attends à l'image. Qu'est-ce que je m'attends à l'image? Je m'attends que M51, dans les belles images que je vois, le cœur est jaune et les bras extérieurs sont un peu plus bleus. C'est un modèle de galaxie qu'on a souvent dans la tête. Le centre jaune, la bordure bleue, les étoiles vieilles dans le milieu, les étoiles jeunes bleues en périphérie. C'est ce que je m'attends de voir dans mon image. Okay? Pour ça, ben, il faut que je dise à PixInsight, ben écoute, moi là, cette galaxie-là ici, avec son compagnon à côté, c'est ma référence de blanc. C'est-à-dire que je veux que, globalement, les pixels qui composent la galaxie ici soient, quand on les met ensemble, ça soit blanc.
Ça nous prend, dans PixInsight, pour faire une référence de lien, ben, il y a plusieurs façons. On peut rentrer des facteurs qu'on aurait pu dans l'Excalibrator, par exemple. Si on utilise l'Excalibrator, on rentre les facteurs 1, 0.7, 0.6, ainsi de suite. Mais on peut aussi utiliser une référence de galaxie. Et il y a un exemple sur le forum de PixInsight de quelqu'un qui a une petite mini-galaxie sur une image pour faire cette calibration-là. Et mini-galaxie, c'est la même mini, c'est 70 pixels par 25. Là. Puis ça a été sa référence de lien, puis l'image, c'est assez flatteur. OK? Ça ne marche pas tout le temps, mais dans ce cas-là, c'était bien fait. Donc, je fais un preview autour de mon image, de ma galaxie ici, et dans la fonction Color Calibration, j'ai dit que la référence de lien, c'est mon preview qui est là. Okay? Il y a quelques autres paramètres au niveau des intensités des pixels, parce que je ne veux pas qu'il ramasse des pixels du fond du ciel. Okay? Je veux juste que ce soit la galaxie, donc quelques paramètres. Et je donne aussi une référence pour le background reference, qui est un petit preview qui est juste ici, qui est à côté de la galaxie. Puis ça, j'ai dit, regarde, ça, si tu m'appelles ça, c'est mon background. Je veux que ça ici, là, ça ne bouge pas. Mon background il est bien défini, il est tout bien neutralisé, ça ne bouge pas. Okay. Donc, en agrandi, voici l'image de M51. Okay? Et une fois la calibration faite, voici ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez beaucoup la différence, mais l'image qui est ici, je la passe, hein? J'aurais dû faire un avant-après. Voici l'image avant. Oh, voici l'image avant. Regardez le jaune à l'intérieur ici, et l'image après. Okay? Vous voyez que un petit peu plus bleu. C'est uniquement cette fonction-là, calibration des couleurs. Et là, dans mon workflow, à moi, dans mon processus de travail, c'est la seule fois dans tout le traitement d'image, puis là, il me reste à faire 2 ou 3 opérations, c'est la seule fois que je joue avec les couleurs. Après ça, c'est fini. Ma calibration de couleurs, elle est terminée. C'est des courbes ou des niveaux, c'est tout. Je ne jouerai pas avec le bleu, je ne jouerai pas avec le vert, je ne jouerai pas avec le rouge, indépendamment, ma calibration de couleurs, elle est terminée. Okay? On peut jouer avec le rouge. Moi, personnellement, j'ai décidé, et le logiciel m'amène à réfléchir sur ça, et je me dis, une fois que ma calibration de couleurs est faite, je ne touche plus à ça. Si j'arrive à la fin, puis les couleurs ne sont pas comme je voudrais, c'est pas en jouant avec les courbes que je vais procéder, c'est en venant, je détricote, et je viens voir cette fonction-là que j'ai utilisée, et je l'interroge. Qu'est-ce que j'ai pas fait de correct? Où je me suis trompé dans la calibration des couleurs? Ça le dit, calibration de couleurs. Pourquoi est-ce que j'arriverai à la fin et je me promènerai avec les courbes de bleu, puis de rouge, puis de vert, si j'ai fait une calibration de couleurs avant, ça varie. Donc, voilà. Réduction du bruit. J'ai mon même preview, je l'ai stretché un petit peu plus avec la fonction. L'image est toujours en format linéaire. Je n'ai rien changé. Elle n'est pas stretchée encore, mais je la stretch un peu plus pour mettre en évidence le bruit ici. Le bruit. Le bruit va être dans les régions évidemment, le mot dit, de faible ratio signal-bruit. Okay? Donc, voici pas grand-chose comme information, ça va être très bruité. Il y a une belle fonction qui s'appelle A2 Wavelet Transform qui permet de réduire le bruit quand l'image est en format linéaire. Donc, on n'a rien étiré encore, puis on est en format linéaire, et on va réduire le bruit ici. Par contre, pour que ce soit efficace, il faut que j'ai un masque qui vienne protéger les régions de la galaxie qui ont un signal sur bruit, un ratio signal-bruit plus élevé. Le masque, je vais créer une image de luminance avec mon image complète, et je vais l'étirer, puis je viens la placer devant mon image à protéger. Ce que ça donne? Ça donne ça ici, avec le masque. Donc, les régions en rouge sont protégées, et les régions qui sont évidemment transparentes, elles vont recevoir une dose de réduction de bruit qui est proportionnelle à l'intensité du masque. Pardonnez-moi, le masque est en 32 bits. Excusez-moi, ça moi, je suis d'accord de passer. Alors, ce que ça donne, voici mon image. Voici l'image après, avant le bruit. Après, avant. Alors, regardez ici, OK, et, regardez ici, donc j'ai réduit le bruit dans ce secteur-là, et en ne touchant pas au signal que j'ai dans ma galaxie. C'est subtil, mais cette réduction de bruit-là va me permettre au stretching d'aller plus loin. Je ne vais pas me limiter à ce truc-là, et je suis toujours en forme linéaire, aucun stretch encore de fait. Une fois que j'ai réduit mon bruit de façon satisfaisante, je vais revenir juste 2 petites secondes sur cette image-là. Le masque
rouge ici, c'est lui qui fait le travail. C'est lui qui protège les régions de haut signal et les régions de faible signal. Okay? Alors, c'est à l'utilisateur de bien le configurer pour qu'il protège les bons endroits, qu'il ne protège pas les endroits qu'on veut appliquer la fonction. Et ça, les masques comme ça fonctionne sur toutes les fonctions ou presque de Pixel Insight. Il y en a peut-être une ou deux qui se foutent des masques et qui l'appliquent globalement. De façon générale, toutes les fonctions de Pixel Insight vont être sensibles à la présence d'un masque sur l'image. Il y a des fonctions pour aller chercher aussi des masques, juste des étoiles ou des masques, il y a plusieurs façons de le faire, mais juste des étoiles, des structures en termes de structure, de taille des structures, et ainsi de suite. C'est très élaboré. C'est une des fonctions les plus puissantes de Pixel Insight, la génération des masques. Ok, donc je reviens à mon type de la misère avec ces histogrammes. On est rendu au stretching. On a fait la calibration de la réduction du background, calibration des couleurs. On a fait la réduction du bruit dans le fond du ciel et on est rendu au stretching. Le stretching, vous allez voir, c'est le travail sur l'histogramme. Alors, j'ai ici un histogramme original de mon image. Vous voyez la petite barre qu'elle est ici? Okay. Ça, c'est mon histogramme de mon image qui est en format linéaire. Tout ici sur la gauche. Okay. Entre 0 et 0,005. Okay. Tout est là. C'est important de travailler en 32 bits. Je prends mon image, mon point de midtone ici, et je l'amène vers la gauche, ici, comme ça, comme on le fait dans Photoshop. Okay? Et on voit que l'histogramme de mon image qui est collé ici vient se déplacer sur la résultante. En appliquant cette fonction-là, j'appelle la résultante, et voici mon histogramme. Okay? Donc, la fonction est appliquée, l'image est en format linéaire, cette image-là, on a enlevé le gradient, on a calibré les couleurs, on a réduit le bruit. Après ça, je viens appliquer ma transformation d'histogramme. Cet histogramme-là ici, il y a un zoom de 11 fois dessus. Pour voir la différence qu'il y a entre ça, on peut zoomer sur ça, vraiment peaufiner l'endroit où est-ce qu'on veut mettre nos choses. Et la résultante est là en haut. Voilà ce que ça donne. Okay? Ça, c'est une étape de stretch. Il n'y a pas de courbe, il n'y a pas de level, pas de courbe, level. Un stretch avec l'histogramme. Okay? L'étape prochaine, je vous montre une fonction qui s'appelle High Dynamic Range Transformation, Wavelet Transformation. C'est qu'on va comprimer et étirer l'histogramme en fonction de la taille des structures dans l'image. La boîte de dialogue est assez simple. On regarde c'est quoi le nombre de couches, donc la taille des structures. Ensuite de ça, on va venir protéger avec un masque notre image, puis on va appliquer, la transformer sur la lightness ou la luminosité. Pas la luminance, mais la luminosité. Okay? Et on utilise une fonction pour scaler notre image. Alors, ce que ça donne là, je vous l'explique rapidement. Ce que ça donne, c'est que ça vient compresser l'histogramme dans des régions de faible signal et étirer dans les régions où le signal est utilisé. Ce que ça donne, c'est ça ici. Vous voyez? Alors, ce qui apparaît comme étant un peu saturé dans le cœur ici, ne l'est en fait pas du tout. Si on vient piger ici pour voir l'échantillonneur, on obtient peut-être 0.4, 0.5, 0.6. Okay? Mais avec la fonction ici, on vient rehausser les fonctions et rehausser les structures, et la taille des structures qui sont rehaussées est configurable ici. Okay? Dernière étape, parce qu'il reste 1 minute, la saturation. La saturation des couleurs, je vais utiliser le même principe qu'avec le bruit. Je vais protéger mon image parce que je veux saturer les régions où est-ce que j'ai de l'information de couleur. Quelles sont ces régions? Les étoiles et la galaxie. Okay? Je veux saturer ces régions-là et ne pas saturer, ne pas toucher au fond du ciel. Alors, je vais utiliser le même masque que j'ai pris tout à l'heure. Et s'il n'est pas adapté, s'il faut que je le modifie, je viens changer son histogramme pour protéger des régions plutôt que d'autres, mais c'est exactement le même principe. J'ai une boîte ici de dialogue qui calcule, qui règle la saturation. J'ai un petit curseur qui est ici, la ligne à l'origine est là. Je viens de monter par en haut pour saturer toutes les couleurs de la palette. Et j'applique cette saturation-là à mon image. Vous voyez la différence? Le jaune ici. OK. Voici ma saturation. Si je regarde, est-ce que je viens en zoom? Non, je ne vais pas en zoom. OK. Donc, l'image avant la saturation et l'image après la saturation. Ça va bien. Bon, je ne sais pas si vous voyez assez bien. Donc, l'image finale, c'est celle-là. Les étapes 5 à 6. C'est essentiellement dans Pixel Insight le temps que ça prend pour développer l'image. En résumé, on a fait une soustraction du fond
du ciel, une calibration des couleurs, une réduction du bruit dans les ondes de faible signal avec un masque. On a joué sur notre histogramme une fois. On a utilisé la fonction HDR Multiscale Transform pour comprimer l'histogramme dans certains secteurs. Et on a saturé les ondes lumineuses avec un masque. Voici quelques ressources, vous irez voir. J'ajouterai à ça, puis je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié. Astro-Québec, on a une section didacticielle dans laquelle on a mis des heures de vidéos sur